quand j'ai demandé à ma femme pourquoi je n'étais pas invité à dîner avec sa famille, elle m'a crié dessus devant tout le monde, parce que mes parents ne te supportent pas. Ils ont expressément demandé à mon ex de venir. Avec toi, ça aurait été gênant. J'ai répondu, je comprends. À son retour, une scène choquante l'attendait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, elle était devant le miroir en train d'arranger ses cheveux. Nouvelle robe, parfum cher, le même sourire qu'elle utilisait quand elle voulait impressionner quelqu'un. Je me suis arrêté à la porte de la chambre et je lui ai demandé quelque chose de simple, quelque chose que tout mari a le droit de demander, Lourdes, pourquoi ne m'as-tu pas invité à dîner avec ta famille? Je ne m'attendais pas à ce qui a suivi. Elle s'est retournée, m'a regardé droit dans les yeux, et devant tous ceux qui étaient là, d'une voix qu'elle n'a même pas essayé de baisser d'un ton, elle m'a crié quelque chose qui m'a transpercé la poitrine comme un couteau de glace, parce que mes parents ne te supportent pas. Francisco. Ils ont spécifiquement demandé qu'Yvan soit présent. Avec toi, ça aurait été gênant pour tout le monde. Yvan, son ex, l'homme avec qui elle était depuis 4 ans avant de me rencontrer. Le silence qui a suivi était si lourd. J'ai eu l'impression que l'air avait disparu de la pièce. Personne n'a parlé. Personne ne m'a regardé. Et elle, ma femme, s'est simplement retournée et a continué à se coiffer comme si elle venait de m'annoncer qu'il allait pleuvoir. Je n'ai dit que 2 mots, je comprends. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a pris une décision. Quand elle a franchi cette porte pour aller à son dîner, j'ai commencé à faire mes affaires lentement, silencieusement, avec un calme que je ne comprenais pas moi-même tout à fait. Mais ce qu'elle a trouvé en rentrant cette nuit-là a tout changé à jamais. Mais pour comprendre ce qui s'est passé quand elle a ouvert cette porte, vous devez savoir qui je suis vraiment. Vous devez savoir ce que Lourdes n'a jamais pris le temps de demander, ce que sa famille n'a jamais voulu voir, et ce que j'ai porté en silence pendant 9 ans de mariage pendant qu'elle continuait d'inviter son ex au dîner de famille en me laissant à la porte. Parce que ce qu'elle a trouvé cette nuit-là n'était pas seulement une maison vide. C'était la conséquence de m'avoir sous-estimé pendant trop longtemps. Je m'appelle Francisco. J'ai 44 ans. Et jusqu'à très récemment, j'étais le genre d'homme qui préférait le silence au conflit. Celui qui cède. Celui qui endure. Celui qui sourit même si quelque chose à l'intérieur s'éteint à petit feu. Non pas parce que je suis faible, mais parce que j'ai cru pendant longtemps que l'amour se prouvait par la patience, par la présence, par la constance. J'avais tort. Ou plutôt, je me suis laissé avoir tout faux. J'ai rencontré Lourdes il y a 11 ans lors d'une réunion de travail. Elle était assistante administrative dans une entreprise partenaire de la mienne. Je me souviens qu'elle portait une robe bleu marine et riait avec une aisance que je trouvais magnifique. Elle était directe, confiante, avec une énergie qui remplissait les pièces. Moi, en revanche, j'étais plus réservé, plus silencieux, le genre d'homme qui observe avant de parler. Nous sommes devenus un couple au bout de 3 mois et, dès le début, je dois être honnête, il y a eu des signes. De petits signes que j'ai choisi de ne pas voir parce que j'étais convaincu que l'amour pouvait tout conquérir. Que la patience pouvait adoucir les angles les plus vifs d'une personne. La première fois que j'ai rencontré sa mère, Susanna, elle m'a regardé de haut en bas, a souri avec la bouche mais pas avec les yeux, et a dit à Lourdes d'une voix à peine audible, comme si je n'étais pas là, il est très silencieux. Non, ce n'était pas un compliment. Je l'ai su à ce moment-là. Je le savais, et je l'ai ignoré. Mauricio, son père, était plus direct dans son indifférence. Il n'était pas cruel. Il était simplement absent avec moi. Il me serrait la main sans la presser. Il me répondait par des monosyllabes. Lors des réunions de famille, il s'asseyait à l'autre bout de la table et parlait à tout le monde sauf à moi. Et quand Lourdes me demandait si je me sentais à l'aise lors de ces rassemblements, je disais toujours oui parce que je ne voulais pas être le problème, parce que je ne voulais pas qu'elle ait à choisir. Ce fut ma première grande erreur, me rendre invisible pour ne pas créer de gêne. Nous nous sommes mariés 2 ans après notre rencontre. Le mariage fut simple parce que nous le voulions tous les deux ainsi. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Plus tard, j'ai découvert que Lourdes aurait voulu quelque chose de plus grand, mais Susanna lui avait dit que ça n'avait pas de sens de dépenser autant pour un mariage avec quelqu'un qui n'avait encore rien prouvé. Ce furent ses mots exacts. Selon Clara, la seule amie de Lourdes qui a toujours été honnête avec moi, il n'a encore rien prouvé. À cette époque,
cela faisait 6 ans que je construisais une entreprise de logistique et de distribution qui facturait plus de 800 000 $ par an. Mais personne dans la famille de Lourdes ne le savait exactement parce que je ne m'en suis jamais vanté. Parce que ce n'était pas mon style, parce que je pensais que l'argent ne devait pas être la mesure d'un homme. Une autre erreur, car pour Susanna, pour Mauricio, et avec le temps pour Lourdes elle-même, ma discrétion est devenue une preuve de médiocrité. S'il ne le montrait pas, c'est qu'il ne l'avait pas. S'il ne parlait pas de ce qu'il construisait, c'est qu'il n'y avait rien d'important à dire. Et Yvan parlait, lui. Yvan parlait toujours. C'était l'ex de Lourdes, 4 ans ensemble avant qu'elle et moi ne nous rencontrions. Grand, bruyant, avec un sourire de vendeur et l'habitude de raconter ses exploits avant même qu'on le lui demande. Il avait une petite entreprise d'importation qui marchait parfois bien et parfois ne rapportait rien, mais il la présentait toujours comme s'il était sur le point de conquérir le monde. Et la famille de Lourdes l'adorait. Susanna l'appelait « le garçon visionnaire ». Mauricio lui tapait sur l'épaule avec une familiarité qu'il n'avait jamais eue avec moi. Et Lourdes. Lourdes le défendait chaque fois que j'essayais, prudemment, respectueusement, de mentionner que je trouvais étrange que son ex soit toujours aussi présent dans la vie de sa famille. C'est juste un ami de la famille, Francisco, ne sois pas insécure. Insécure. Elle a tellement utilisé ce mot que j'ai commencé à me demander si elle avait raison, si j'étais le problème, si mon malaise était une faiblesse et non un signe légitime que quelque chose n'allait pas. Mais la vie a continué et j'ai continué aussi. Portant tout en silence, construisant à l'extérieur et m'épuisant à l'intérieur, jusqu'à ce que ce samedi arrive, jusqu'à ce qu'elle mette cette nouvelle robe, ce parfum cher. Et je lui ai posé la question la plus simple du monde. Et elle m'a répondu par ce cri qui a tout changé. Le silence laissé après qu'elle a fermé la porte était différent de tous les silences que j'avais connus dans cette maison. Ce n'était pas le silence tranquille d'une nuit normale. C'était le genre de silence qui a un poids, qui prend de la place, qui s'installe dans les coins de la pièce et vous fait soudain remarquer que vous êtes complètement seul dans un endroit qui est censé être votre foyer. Je suis resté assis sur un canapé du salon. Lumières éteintes, télévision éteinte, juste le son du bâtiment qui travaillait et le bruit lointain de la rue. Toujours avec mes mains sur mes genoux, regardant la porte par laquelle ma femme était sortie pour aller à un dîner de famille où ils avaient invité son ex à ma place. Yvan. Ce nom revenait sans cesse, la façon dont elle l'avait dit revenait sans cesse. Non pas avec gêne, non pas avec honte, mais avec un naturel que l'on n'a que lorsque quelque chose ne nous semble plus du tout anormal. Quand on a tellement normalisé la chose qu'on ne remarque même plus le mal que ça fait à la personne à côté de soi. Et puis j'ai commencé à me souvenir, non pas parce que je le voulais, mais parce que l'esprit, quand il arrête enfin de se défendre, commence à montrer tout ce qu'il a caché pendant des années. Je me souviens du premier Noël après notre mariage. La famille de Lourdes nous a invités à dîner chez Susanna. Nous sommes arrivés ensemble avec un cadeau que j'avais choisi avec soin, un service de table en porcelaine que Susanna avait mentionné, presque en passant, qu'elle aimerait avoir un jour. Je l'avais acheté parce que je voulais qu'ils sachent que j'étais attentif, que je tenais à eux, que je faisais des efforts. Susanna a ouvert le cadeau, l'a regardé, a dit « Quelle belle attention !» Avec la même intonation que vous utiliseriez pour dire « Quel dommage !» Et elle l'a mis de côté sans plus le regarder. 10 minutes plus tard, quand Yvan est arrivé, parce que oui, Yvan était aussi invité à ce dîner de Noël, Susanna l'a accueilli avec une longue étreinte et un « Mon garçon, comme tu nous as manqué ». Elle avait préparé son plat préféré. Elle l'a assis à sa droite à table. Je me suis assis au bout. Lourdes n'a rien dit. Moi non plus. Je me souviens aussi d'une après-midi de mars. Je crois que c'était la 3e année de notre mariage quand Lourdes est rentrée à la maison avec une énergie différente, excitée, les yeux brillants, et m'a dit qu'elle avait déjeuné avec sa mère et que Susanna lui avait dit qu'Yvan réussissait très bien avec son entreprise, qu'il s'agrandissait. Que ce garçon avait vraiment de l'ambition. Elle me l'a dit comme ça, directement, sans filtre, sans remarquer ni se soucier qu'elle me comparait à son ex, en face. Je lui ai demandé calmement pourquoi elle me racontait ça. Elle a haussé les épaules. Je te raconte juste de quoi nous avons parlé. Pourquoi ça te dérange? Ça ne me dérangeait pas, ça me blessait. Il y a une énorme différence entre les deux, mais pour Lourdes, c'était toujours la même chose. Si j'exprimais quelque chose qui me blessait, ça devenait automatiquement mon problème. Une insécurité, quelque chose que je devais résoudre seul, parce qu'elle n'avait ni le temps ni la volonté de s'en occuper.
Il y a eu un moment, je crois vers la 5e année, où j'ai essayé de lui parler sérieusement. Je lui ai dit que j'avais l'impression que sa famille ne m'acceptait pas, qu'Yvan revenait trop souvent dans les conversations, les projets et les événements familiaux, que j'avais besoin de sentir qu'elle me défendait, même si c'était en privé, même si personne d'autre ne le voyait. Lourdes m'a écouté, ou du moins a fait le geste d'écouter. Et quand j'ai eu fini, elle m'a dit quelque chose que j'avais enfoui dans un coin sombre de ma mémoire. Et qui est revenu cette nuit-là avec une clarté brutale. Elle a dit, Francisco, tu es très sensible. Tout le monde n'a pas besoin de t'adorer pour que les choses fonctionnent. Tout le monde n'a pas besoin de m'adorer. Je ne demandais pas à être adoré. Je demandais juste à être respecté. Je demandais juste à ma femme de fixer une limite minimale, une ligne de base, quelque chose qui dise, cet homme est mon mari et il mérite une place dans cette famille. Elle ne l'a jamais fait. Et j'ai continué. J'ai continué parce que je pensais que j'aimais Lourdes, ou parce que j'ai confondu l'amour avec l'habitude, avec la peur de repartir de zéro, avec l'idée fausse qu'endurer était une forme de loyauté. Je me suis souvenu de l'anniversaire de Mauricio l'année dernière. Je suis arrivé avec Lourdes, j'ai salué tout le monde, et à un moment donné, je me suis rendu compte que plus de 40 minutes s'étaient écoulées sans que personne ne m'adresse directement la parole. Non pas parce qu'il y avait un conflit, mais parce que je n'existais tout simplement pas pour eux. J'étais un meuble dans le salon, quelque chose qui était là, mais que personne ne voyait vraiment. Je me suis levé pour aller chercher un verre d'eau et j'ai accidentellement surpris une conversation entre Susanna et l'une de ses sœurs. Elle parlait à voix basse, mais pas assez. Et il est toujours pareil. Il n'a toujours rien de clair dans la vie. Lourdes dit qu'il a une entreprise, mais je n'ai jamais rien vu de concret. Au moins, Yvan prend des initiatives. Au moins, ça se voit qu'il fait des choses. Je suis resté pétrifié de l'autre côté du mur, le verre à la main, le cœur battant trop lentement, comme quand le corps décide de s'engourdir juste pour survivre au moment présent. Je suis retourné dans le salon, je me suis assis à côté de Lourdes. Je ne lui ai rien dit. Elle riait avec son cousin et ne m'a pas demandé pourquoi j'avais mis autant de temps. Elle n'a rien remarqué ou, si elle l'a fait, elle a choisi de ne pas poser de questions. Et c'est ce qui a fait le plus mal cette nuit-là. Non pas ce que Susanna a dit, mais le silence de Lourdes. Cette indifférence constante qui, avec le temps, cesse de ressembler à de la négligence et commence à trop ressembler à une décision prise il y a longtemps. Assis sur ce canapé dans le noir avec le son d'une maison qui me paraissait soudainement complètement étrangère, j'ai compris quelque chose que je niais depuis des années. Lourdes ne me défendait pas parce qu'elle ne le voulait pas. Ce n'était pas qu'elle ne s'en rendait pas compte. Ce n'était pas que sa famille lui mettait trop de pression. C'était que, au fond d'elle-même, dans un endroit où elle n'osait peut-être pas regarder, je n'étais pas son premier choix non plus. J'étais l'homme stable, le fiable, celui qui payait les factures sans se plaindre. Celui qui ne faisait pas de scène. Celui qui était toujours là quand elle revenait de son monde où j'occupais une place complètement secondaire. L'homme qui ne partait jamais. Et c'était là la plus grande erreur de toutes, car cette nuit-là, j'allais partir. Non pas avec des cris, ni des portes claquées, ni des messages pleins de reproches envoyés à minuit. J'allais partir de la seule manière qui blesse vraiment, silencieusement, avec la même sérénité avec laquelle j'avais tout enduré pendant 9 ans. Mais cette fois, ce calme n'allait pas être de la résignation. Ce serait le signe que quelque chose était fini pour toujours. Je me suis levé du canapé, je suis allé dans la chambre, j'ai allumé la lampe de mon côté du lit, celle que Lourdes trouvait toujours trop brillante et que j'avais achetée parce que j'aime lire avant de dormir. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe avec le logo d'un cabinet d'avocats dans le coin supérieur gauche. Je l'avais reçu 3 semaines plus tôt. Je l'avais gardé là, attendant le bon moment, me demandant si ce moment arriverait ou si je me convaincrais à nouveau que les choses pouvaient s'arranger. Je l'ai sorti, je l'ai posé sur le lit, je l'ai regardé un long moment, puis je suis allé au placard, et j'ai sorti la grande valise, la bleue, celle que nous avions achetée ensemble lors d'un voyage à Miami il y a 4 ans. Quand je croyais encore que les voyages pouvaient réparer ce que les conversations ne pouvaient pas. Et j'ai commencé à plier mes vêtements, lentement, soigneusement, comme si j'avais tout le temps du monde. Parce que cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je l'avais. Il y a quelque chose d'étrange à plier des vêtements en silence. Chaque vêtement que je sortais du placard était un souvenir. Ni les bons, ni les mauvais, juste des souvenirs, des moments qui avaient existé et qui,
Maintenant que je les pliais avec soin et les rangeais dans la valise bleue, je sentais qu'ils appartenaient à une version de moi que j'avais décidé de laisser derrière moi cette nuit-là. La chemise grise que je portais le jour où nous avions signé le contrat de l'appartement. Lourdes avait choisi l'endroit. J'avais payé l'intégralité de la compte, 140 000 $. À l'époque, je n'avais rien dit parce que je pensais que construire ensemble signifiait que ce qui était à moi était aussi à elle. Maintenant, en pliant cette chemise, je comprenais que cela n'avait jamais été réciproque. Le pull bleu marine que Lourdes m'avait offert pour un anniversaire. Un des rares cadeaux qu'elle m'avait offert qui semblait authentique. Je l'ai mis dans la valise sans trop y penser, non par rancune, mais parce qu'il était à moi et que cette nuit-là, je reprenais tout ce qui m'appartenait. Je travaillais lentement, sans me presser. L'appartement était totalement silencieux et je m'y déplaçais comme si je le voyais pour la première fois, ou peut-être comme si je le voyais pour la dernière fois. Les photos sur le mur du couloir, la plupart étaient d'elle, de sa famille, de voyages que nous avions faits, mais où j'apparaissais toujours en arrière-plan, presque comme si j'avais été ajouté à la photo par la suite. Il y a une photo du voyage à Canquin, pour notre 3e anniversaire, où Lourdes sourit directement à l'objectif, et où je suis légèrement tourné vers la mer. Je ne me souviens pas pourquoi je regardais ailleurs, mais cette nuit-là, en passant devant cette photo, je me suis dit que mon corps savait peut-être déjà ce que mon esprit a mis des années à accepter. Je suis allé dans mon bureau, cette petite pièce au bout du couloir que Lourdes appelait toujours, la pièce au papier, avec un ton qui montrait clairement qu'elle considérait ça comme une perte de place. Là, j'avais mon bureau, mes dossiers, mon ordinateur, et là, j'avais aussi tout ce que personne dans la famille de Lourdes ne savait exister. J'ai ouvert le tiroir principal du bureau et j'ai sorti un épais dossier vert rempli de documents qui représentaient 9 années de travail silencieux et constant, sans fanfare et sans public. Des relevés bancaires, des contrats, des actes de propriété, le résumé financier que Daniel, mon avocat et l'un des rares vrais amis que j'avais, m'avait préparé il y a 3 semaines quand je lui avais dit que j'avais besoin de tout mettre en ordre. Tout mettre en ordre. Cette expression avait été ma façon de lui dire, sans le dire directement, que je me préparais à quelque chose. Et Daniel, qui me connaissait depuis avant que Lourdes n'existe dans ma vie, avait compris sans avoir besoin de plus d'explications. Il m'avait regardé de l'autre côté de son bureau, avait joint les mains, et m'avait dit, « Quand tu seras prêt, Francisco, tout est prêt. » Tout était prêt depuis 3 semaines. C'était moi qui n'avais pas été prêt jusqu'à cette nuit-là. J'ai sorti le dossier vert, l'ai posé sur le bureau et l'ai ouvert lentement. La première page était un résumé des actifs. L'appartement où nous vivions, évalué à ce moment-là à environ 420 000 $, était enregistré à mon seul nom. Lourdes n'avait jamais demandé comment les propriétés étaient actées. Elle n'avait jamais montré d'intérêt pour les détails légaux de quoi que ce soit. Ce qui m'avait autrefois semblé être un signe de confiance s'était révélé être un simple désintérêt. La deuxième page était le résumé de l'entreprise. Mon entreprise, Transport y Logistica del Centro SA de CV 9 ans d'exploitation, 23 employés, des contrats actifs avec 4 entreprises de distribution nationale. Un chiffre d'affaires annuel qui, l'année dernière, avait dépassé les 200 000 $. Une entreprise que Susanna décrivait comme « cette petite affaire que Francisco a, chaque fois que quelqu'un demandait ce que je faisais dans la vie. » Une petite affaire. J'ai fermé le dossier, je l'ai mis dans mon porte-documents avec 3 autres documents que Daniel m'avait dit d'apporter. Puis, j'ai éteint l'ordinateur, j'ai regardé la pièce une dernière fois, et je suis sorti en fermant la porte lentement. De retour dans la chambre principale, j'ai fini de préparer la valise. Je ne prenais pas tout. Je n'avais pas besoin de tout. Je prenais l'essentiel et ce qui avait une vraie valeur pour moi. Le reste, c'était des choses, et les choses pouvaient être remplacées. Quand la valise fut prête, je l'ai laissée debout près de la porte de la chambre et je suis allé dans la cuisine. J'ai rempli un verre d'eau et je l'ai bu debout, en regardant par la fenêtre. La ville, la nuit, m'avait toujours semblé honnête. Sans les masques du jour, sans la comédie que les gens jouent quand ils se savent observer. La nuit, tout est plus vrai, plus direct. J'ai pensé à Lourdes à ce moment-là. Je l'ai imaginé à la table de la salle à manger de Susanna, riant avec Yvan quelques chaises plus loin, racontant l'une de ses histoires bruyantes pendant que Mauricio lui tapotait l'épaule avec cette familiarité qu'il n'avait jamais eue avec moi. Je l'ai imaginé complètement à l'aise, complètement dans son monde, sans penser une seconde à ce qu'elle avait laissé derrière elle avec ses mots de l'après-midi. Et la chose la plus révélatrice de toutes, c'est que cette image ne m'a pas mis en colère.
Elle m'a apporté de la clarté, parce que je voyais enfin les choses telles qu'elles étaient, et non telles que je voulais qu'elles soient depuis toutes ces années. Lourdes n'était pas une mauvaise personne au sens le plus sombre du terme. Elle n'était pas quelqu'un qui se réveillait chaque matin en réfléchissant à la façon de me faire du mal. Elle était quelque chose de différent et, à bien des égards, plus difficile à digérer. Elle était quelqu'un qui, tout simplement, ne m'avait jamais mis en premier. Quelqu'un pour qui j'avais été pratique, stable, prévisible. L'ancre qui maintenait sa vie en ordre pendant qu'elle naviguait où elle voulait, sans se demander si je voulais y aller aussi. Et je l'avais permis. C'était ce que j'avais le plus de mal à accepter cette nuit-là. Non pas ce qu'elle avait fait, mais ce que j'avais laissé faire. Les années de signes ignorés, les conversations que je n'avais pas eues parce que je fuyais les conflits. Les limites que je n'avais jamais fixées parce que je pensais que fixer des limites était une façon de ne pas aimer assez. Je suis retourné dans la chambre, je me suis assis sur le bord du lit. L'enveloppe du cabinet d'avocat était toujours là, sur le couvre-lit, exactement là où je l'avais laissée. Je l'ai prise dans mes mains, je l'ai tenue un instant, puis je l'ai ouverte pour la deuxième fois cette nuit-là, bien que je sache déjà parfaitement ce qu'elle contenait. Les documents de divorce préparés par Daniel avec une précision chirurgicale. Chaque actif clairement identifié. Chaque compte correctement attribué. Tout ce qui était à moi, clairement à moi. Tout ce qui était partagé, divisé avec une équité que personne ne pourrait légalement contester. Ils étaient déjà signés de mon côté. Il ne manquait plus que la signature de Lourdes. Je les ai pliés soigneusement, les ai remis dans l'enveloppe et je les placés sur l'oreiller de son côté, bien centré, bien visible, pour que ce soit la première chose qu'elle voit en entrant dans la pièce. Puis je suis allé au bureau de la chambre, j'ai sorti une feuille de papier vierge et un stylo, et j'ai fixé le papier pendant plusieurs minutes sans rien écrire, réfléchissant à ce que je devais lui dire, s'il y avait quelque chose à expliquer, si des mots pouvaient être utiles à ce stade. Et puis j'ai écrit, pas grand-chose, juste ce qui était nécessaire. Quand j'ai eu fini, j'ai plié la feuille, j'ai écrit son nom à l'extérieur, et je l'ai laissé appuyer contre la lampe de son côté du lit, à côté de l'enveloppe. J'ai pris le porte-document, j'ai pris la valise bleue, et j'ai marché jusqu'à la porte principale de l'appartement. Je me suis arrêté un instant, la main sur la poignée. J'ai regardé à l'intérieur une dernière fois. Le couloir avec les photos, le salon avec le canapé où j'avais passé tant de nuits à attendre que quelque chose change, la cuisine où j'avais préparé le café tous les matins pendant 9 ans sans que personne ne me le demande, simplement parce que c'était ma façon de dire que j'étais là. J'ai éteint la lumière du couloir et je suis sorti. L'ascenseur a mis plus de temps que d'habitude cette nuit-là. Ou peut-être que le temps s'écoulait différemment. Quand vous prenez une décision qui a été enfouie pendant des années, la seconde s'étire, les détails deviennent nets, le bruit de l'ascenseur qui monte dans la gaine, le bourdonnement des lumières du couloir. Le poids exact de la valise bleue dans ma main droite et du porte-document dans ma main gauche. Tout semblait plus réel que n'importe quoi depuis bien longtemps. Les portes se sont ouvertes. Je suis entré, j'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée, et en descendant, j'ai vu mon reflet dans le miroir intérieur de l'ascenseur. Un homme de 44 ans, en chemise simple, sans cravate, avec une valise et un porte-document, et une expression sur le visage qui n'était ni de la tristesse, ni du soulagement, ni de la colère. C'était quelque chose de plus difficile à nommer, quelque chose de similaire au visage que font les gens quand ils arrêtent enfin de porter un fardeau très lourd et ne savent pas encore ce que ça fait sans ce poids. Je suis sorti dans le parking. Mon 4x4 était à sa place habituelle. Place numéro 14. Ce même véhicule que Lourdes avait décrit un jour devant sa mère comme « fonctionnel mais sans style ». Comme si cela résumait quelque chose d'important sur moi. Je l'ai ouvert, j'ai mis la valise à l'arrière, le porte-document sur le siège passager, et je me suis assis au volant sans démarrer le moteur pendant quelques minutes. J'ai sorti mon téléphone. J'avais 2 messages de Daniel, envoyés dans l'après-midi, auxquels je n'avais pas répondu. Le premier disait simplement « Tout va bien ?» Le second, envoyé 1 heure plus tard, « Appelle-moi quand tu peux ». Daniel avait cette façon de communiquer en peu de mots, direct, sans fioritures inutiles. Il était exactement le genre de personne dont vous avez besoin quand votre monde est en train de se réorganiser. Je lui ai écrit, je suis parti. Tout est sur le lit. Je suis en route. Il m'a répondu en moins d'1 minute, je t'attends. J'ai démarré le moteur et je suis sorti du parking. La ville à cette heure-là avait un calme particulier. Il n'était pas 3 heures du matin,
Mais il n'était pas tôt non plus. Les rues étaient à moitié vides. Les feux de signalisation ne changeaient pour personne. J'ai conduit sans me presser, suivant des itinéraires que je connaissais par cœur, pensant à tout et à rien en même temps. À quoi ressemblerait le lendemain? À la façon dont Lourdes réagirait quand elle arriverait et trouverait l'enveloppe sur son oreiller, à la question de savoir si elle m'appellerait immédiatement ou si sa fierté la ferait attendre. J'ai aussi pensé à Yvan, à ce moment-là. Il était probablement assis à la table de Susanna, racontant une histoire sur son entreprise, faisant croire à tout le monde qu'il était exactement le genre d'homme qui devrait occuper cette chaise. Et peut-être avait-il raison. Peut-être que c'était l'endroit où Yvan s'intégrait parfaitement. Un endroit où les apparences comptaient plus que la substance. Où parler fort avait plus de valeur que de construire en silence. Il pouvait avoir cette place. J'en avais d'autres. Je suis arrivé à l'immeuble de Daniel 20 minutes plus tard. Il vivait dans un quartier calme, des maisons avec jardin, des rues bordées d'arbres. J'ai sonné et il a ouvert avant que le son ne s'arrête, comme s'il attendait juste derrière la porte. Daniel avait 51 ans, des cheveux grisonnants et la posture de quelqu'un qui a passé assez de temps dans les salles d'audience pour ne pas se laisser facilement déstabiliser par quoi que ce soit. Il m'a regardé, a regardé la valise et, sans un mot, s'est écarté pour me laisser entrer. Nous nous sommes assis dans son bureau. Il a fait du café. Je ne lui avais pas demandé, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Parfois, les personnes qui vous connaissent bien savent exactement ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à le demander. C'était ça, Daniel, le genre d'ami que l'on se fait avec le temps. Non pas avec intensité, mais avec constance. Nous nous connaissions depuis 16 ans. Il avait été mon avocat d'abord, et mon ami ensuite, dans cet ordre. Et cet enchaînement donnait à notre relation une solidité particulière. Je lui ai raconté ce qui s'était passé cet après-midi-là. Je lui ai tout raconté, sans rien omettre, de la simple question que j'avais posée à Lourdes, jusqu'au moment où j'ai fermé la porte de l'appartement. Daniel m'a écouté sans m'interrompre, avec cette concentration qui lui était propre et qui était parfois confondue avec de la froideur, mais qui était en fait du respect. Du respect pour l'histoire de l'autre, pour le poids de ce que quelqu'un décide de partager. Quand j'ai eu fini, il a pris sa tasse de café, a bu une gorgée et a dit « Ce que tu as laissé sur le lit est suffisant pour entamer la procédure formelle demain, si tu le choisis. » Je lui ai dit « Oui, c'est ce que je choisis. » Il a hoché la tête lentement. Alors, demain à 9 h dans mon bureau, nous apporterons les documents au registre et ferons la première démarche officielle. C'était Daniel. Pas de drame, pas de discours, juste la prochaine étape claire et concrète. Je suis resté chez lui cette nuit-là. Il avait une chambre d'amis qu'il utilisait occasionnellement quand un client venait de l'extérieur de la ville, bien rangée, calme, avec une fenêtre donnant sur le jardin. Je me suis assis sur le bord du lit dans cette chambre, et pour la première fois depuis des heures, je me suis permis de relâcher une partie de la tension que je portais depuis l'après-midi. Je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas si je m'y attendais. Je suis juste resté immobile, regardant par la fenêtre le jardin sombre, écoutant les grillons à l'extérieur, et laissant la réalité de ce que je venais de faire s'installer lentement. J'avais quitté ma maison, ou ce que j'avais appelé ma maison pendant 9 ans. Maintenant que j'étais dehors, avec le recul de quelques heures, je me demandais si ça avait jamais été vraiment ma maison, ou si c'était juste l'endroit où je gardais mes affaires et où je dormais pendant que ma vraie vie se déroulait ailleurs, dans l'entreprise. Dans le travail silencieux de construire quelque chose que personne dans la famille de Lourdes n'avait voulu voir, parce que ça ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient de moi, parce que c'était ce qu'ils n'avaient jamais compris. Ni Susanna avec ses commentaires chuchotés, ni Mauricio avec son indifférence calculée, ni Lourdes avec sa façon de me présenter au monde comme quelqu'un de moins que ce que j'étais. Je n'étais pas un homme qui n'a rien de clair dans la vie, comme Susanna me décrivait à ses sœurs. J'étais l'homme qui avait monté une entreprise de toutes pièces avec un capital de départ de 5 000 $ que j'avais économisé sur 3 ans en faisant des doubles journées, avant même de rencontrer Lourdes. L'homme qui avait fait croître cette entreprise année après année, avec des décisions intelligentes et discrètes, sans avoir besoin d'applaudissements ou de validation externe. L'homme qui avait acheté content l'appartement où nous vivions, sans hypothèque, à une époque où Lourdes n'avait même pas demandé d'où venait cet argent parce qu'elle était trop occupée à décorer les pièces. L'homme qui, à ce moment-là, avait 3 propriétés à son nom, un portefeuille d'investissement que Daniel gérait avec discrétion, et des contrats signés qui garantissaient le fonctionnement continu de l'entreprise pour les 4 prochaines années. Cet homme, c'était moi, et Lourdes, en 9 ans de mariage,
n'avait jamais été assez curieuse pour demander. Non pas parce que je le cachais activement, mais parce qu'elle n'avait jamais posé de questions, n'avait jamais montré de réel intérêt pour ce que je construisais. Pour les nuits où je restais travailler tard dans le bureau qu'elle appelait la pièce au papier, pour les réunions que j'avais le vendredi matin avec Daniel et Julio, mon associé minoritaire, pour examiner les chiffres et les prévisions. Pour Lourdes, mon travail était quelque chose qui existait en arrière-plan, quelque chose qui produisait assez d'argent pour maintenir le style de vie qu'elle jugeait adéquat, mais qui ne méritait pas une réelle attention, ne méritait pas de questions, ne méritait pas de curiosité, tout comme moi. Fonctionnel, mais sans style. Cette phrase qu'elle avait utilisée pour décrire mon véhicule devant sa mère continuait de résonner, car je comprenais maintenant qu'elle ne parlait pas du 4x4. Elle parlait de moi. C'est ainsi que Lourdes me voyait. C'est ainsi qu'il m'avait toujours vu. Un homme qui remplissait sa fonction. Mais qui n'était pas le genre d'homme avec lequel on s'affiche. Je n'étais pas Yvan avec son énergie bruyante et ses grandes histoires. Je n'étais pas le genre à remplir l'espace d'une pièce par ma seule présence. J'étais le genre à remplir l'espace d'une pièce par ce que je construisais. Et cela, pour les gens qui ne savent voir que ce qui est exhibé, c'était invisible. Mais c'était sur le point de devenir très, très visible. Parce que le lendemain, quand Lourdes trouverait l'enveloppe sur son oreiller et lirait les documents que Daniel avait préparés avec sa précision habituelle, elle allait voir pour la première fois les vrais chiffres, les vrais actifs. La vraie vie que j'avais construite pendant qu'elle regardait ailleurs. Et alors, elle allait comprendre avec une clarté qu'elle ne pourrait ignorer, exactement ce qu'elle avait perdu. Non pas un homme qui n'a rien de clair, mais un homme qui avait tout de très clair et qui avait finalement décidé de le garder pour lui-même. Je me suis allongé sur le lit dans la chambre d'amis de Daniel. J'ai fermé les yeux. Dehors, les grillons continuaient de chanter. La ville continuait de bouger. Et quelque part de l'autre côté de la ville, Lourdes était toujours assise à la table de sa mère, riant avec Yvan, complètement inconsciente de ce qui l'attendait lorsqu'elle ouvrirait la porte de son appartement. De son appartement, pas du mien. Ça aussi, ça allait changer très bientôt. Je ne sais pas exactement à quelle heure je me suis endormi. Quelque part entre 2 et 3 heures du matin, j'ai arrêté d'essayer de dormir et je suis juste resté là, les bras croisés derrière la tête, à regarder le plafond de la chambre d'amis de Daniel, laissant passer les pensées sans essayer de les arrêter ou de les organiser. Il y a une différence entre penser et se souvenir. Cette nuit-là, je me souvenais, et les souvenirs venaient d'eux-mêmes, sans ordre, sans filtre, comme ils le font toujours quand on n'a plus l'énergie de les contrôler. Je me souviens du jour où Lourdes et moi avons une autre seule véritable conversation sur l'avenir. C'était il y a environ 6 ans, un dimanche après-midi, assis sur le balcon de l'appartement avec un café à la main. Elle était restée silencieuse un moment et, soudainement, m'a demandé si je pensais que nous étions heureux. Juste comme ça, directement, sans préambule, si je pensais que nous étions heureux. J'ai dit, oui, je pense que oui. Qu'il y avait des choses à améliorer comme dans tout mariage, mais que je croyais que nous construisions quelque chose qui en valait la peine. Elle a hoché la tête lentement, m'a regardé un instant, puis a dit, parfois, j'ai l'impression que nous vivons en parallèle, Francisco. Comme deux lignes qui avancent ensemble mais qui ne se touchent jamais vraiment. À ce moment-là, j'avais pris cette phrase comme un signe que nous devions nous rapprocher, que nous devions faire plus de choses ensemble, parler plus, nous connecter davantage. Je l'avais pris comme un appel à s'améliorer. Maintenant, 6 ans plus tard, allongé dans cette pièce sombre, je comprenais que ce n'était pas un appel à s'améliorer. C'était un diagnostic. Elle savait déjà à ce moment-là que quelque chose ne fonctionnait pas. Et au lieu d'y travailler, au lieu de construire ce pont entre les deux lignes parallèles, elle avait simplement laissé couler. Elle avait laissé couler parce que c'était plus facile, parce que je ne partais jamais, parce que l'homme qui ne part jamais n'oblige personne non plus à faire l'effort de rester. J'ai fini par m'endormir. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière du jardin filtrait déjà par la fenêtre et j'entendais Daniel bouger dans la cuisine. Je me suis levé, je me suis lavé le visage et je suis sorti dans le couloir. Daniel préparait le petit déjeuner, des œufs, du café, des toasts. Il m'a regardé quand je suis entré et m'a désigné la chaise en face de la sienne d'un hochement de tête. Nous nous sommes assis. Un silence nous a enveloppés un moment. Ce genre de silence confortable qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent bien et qui n'ont pas besoin de remplir l'espace avec des mots pour montrer leur présence. C'est lui qui a parlé en premier, Lourdes a appelé.
J'ai levé les yeux de ma tasse. Pas moi, a-t-il précisé. Elle a appelé Julio. Julio était mon associé minoritaire, un homme discret et silencieux, qui travaillait avec moi depuis 5 ans et avait rencontré Lourdes lors de quelques rares dîners d'entreprise. Il n'était pas proche, mais apparemment, Lourdes, ne me trouvant pas dans l'appartement et voyant que je ne répondais pas au téléphone, avait cherché dans sa liste de contacts n'importe quel numéro qui pourrait la mener à moi. Qu'est-ce qu'elle a dit, ai-je demandé. Daniel a pris son café. Qu'elle avait besoin de te parler de toute urgence. Que tu avais laissé des choses dans l'appartement. Et qu'elle était inquiète. Des choses. Elle les avait appelées des choses, pas des documents de divorce, pas une lettre, des choses. Je ne sais pas pourquoi cela m'en disait autant sur l'état mental de Lourdes à ce moment-là. Peut-être parce qu'utiliser un mot aussi vague était sa façon de ne pas nommer ce qu'elle avait vraiment trouvé. Comme si ne pas le nommer le rendait moins réel. Comme si l'appeler, des choses, lui donnait le temps de digérer, sans avoir à admettre qu'elle avait parfaitement compris. J'ai dit à Daniel que je n'allais pas l'appeler. Pas encore. Que le processus devait suivre son cours légal et ordonné, et que toute conversation émotionnelle avant que les documents ne soient au registre ne ferait que compliquer les choses. Il a acquiescé. C'est exactement ce que je pensais. Nous partons à 9h. Nous partons à 9h. Cette phrase avait un poids énorme. Elle signifiait que ce qui avait été une décision privée, prise en silence dans la chambre d'un appartement pendant que ma femme dînait avec son ex, allait devenir une procédure formelle et irréversible. Cela allait cesser d'être quelque chose que j'avais fait pour devenir quelque chose qui se passait, avec des documents, des dates, la signature d'un notaire. Irréversible. Je me suis demandé si j'avais peur. J'ai cherché en moi. Honnêtement, comme on fouille une pièce pour trouver quelque chose dont on sait qu'il est là. Et je n'ai pas trouvé de peur. J'ai trouvé quelque chose qui ressemblait plutôt au sentiment qui précède un examen important. Une tension qui n'était pas négative, une activation, comme si le corps savait que quelque chose d'important se préparait et voulait être complètement éveillé pour ne rien manquer. Nous avons fini le petit déjeuner. Je me suis douché dans la salle de bain des invités. J'ai mis des vêtements propres de ma valise. Et à 8h45, Daniel et moi sommes partis pour son bureau. Le bureau de Daniel se trouvait dans un quartier d'affaires du centre-ville, au 3e étage d'un immeuble discret, sans grandes enseignes, avec une réceptionniste qui m'a salué par mon nom, même si cela faisait des mois que je n'y étais pas allé. Elle m'a accompagné jusqu'à la salle de réunion pendant que Daniel examinait les derniers documents à son bureau. Je me suis assis, j'ai posé mon porte-documents sur la table, j'ai sorti le dossier vert et je l'ai placé devant moi. Et pendant que je patientais, le téléphone a vibré. C'était Lourdes. Le 3e appel depuis que j'avais vu son nom sur l'écran pour la première fois ce matin-là. J'avais laissé les 2 précédents aller sur la messagerie. Celui-ci aussi. Mais cette fois, un message texte est arrivé. Je l'ai lu. Francisco, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis rentré et j'ai trouvé l'enveloppe. Il faut que tu m'appelles. S'il te plaît, on peut discuter. Ça n'a pas à se passer comme ça. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai rangé sans répondre. Ça n'a pas à se passer comme ça. 9 ans de signaux ignorés. 9 ans d'événements auxquels je n'étais pas invité. De comparaison avec son ex, d'indifférence déguisée en normalité. Et maintenant, alors que les conséquences étaient arrivées sous la forme d'une enveloppe contenant des documents légaux, soudain, les choses n'avaient pas à se passer comme ça. Mais elles devaient se passer comme ça. Exactement comme ça. Daniel est entré dans la pièce avec un dossier à la main et s'est assis en face de moi. Il a ouvert les documents, les a passés en revue page par page à voix haute avec moi, et a expliqué chaque point avec cette clarté qui ne supposait jamais que je savais déjà quelque chose, même si c'était le cas. L'appartement, enregistré à mon nom, restait dans mon patrimoine. Lourdes aurait le droit de retirer ses effets personnels dans un délai de 30 jours, avec un accompagnement légal si elle le souhaitait. Les comptes bancaires joints, dont 92% du capital provenait de manière prouvable de moi, seraient séparés conformément à ce qui était établi dans le contrat de mariage que nous avions signé avant de nous marier. Un document que Lourdes avait signé sans le lire attentivement, parce qu'à l'époque elle me faisait confiance, ou parce qu'elle ne se souciait tout simplement pas des détails. L'entreprise ne faisait pas partie du partage. Elle avait été créée avant le mariage et avait été expressément exclue dans le contrat de mariage. Elle était entièrement à moi.
Elle l'avait toujours été. Daniel a terminé sa lecture. Il m'a regardé. Des questions? J'ai répondu non. Alors, nous signons l'inscription au registre et la procédure est lancée. J'ai pris le stylo, je l'ai tenu une seconde au-dessus de la ligne de signature, non pas par doute, mais pour ce moment inévitable où l'on se permet de ressentir tout le poids de ce que l'on s'apprête à faire, non pas pour le regretter, mais pour le faire en pleine conscience. Pour qu'il ne soit pas possible de dire plus tard qu'on ne savait pas ce qu'on signait. Je savais exactement ce que je signais. J'ai signé. Daniel a signé comme témoin légal. Il a appelé la réceptionniste pour qu'elle signe également en sa qualité de témoin public. Et à ce moment-là, avec 3 signatures sur un document d'inscription au registre, ce qui avait été une décision prise en silence la veille au soir est devenu une procédure légale en marche. Nous avons quitté le bureau à 10h25 du matin. Dans la rue, Daniel m'a tapé une fois sur l'épaule, sans rien dire. Ce n'était pas nécessaire. Nous avons marché jusqu'à sa voiture et avant de monter, je me suis arrêté un instant sur le trottoir. Le soleil du matin était à cet angle si particulier où il illumine tout par en bas et rend les choses plus définies que d'habitude. Les bâtiments, les arbres, les gens qui marchaient précipitamment vers leur propre monde sans rien savoir du mien. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Lourdes. C'était un numéro que j'ai reconnu immédiatement, même si je ne l'avais pas enregistré. C'était Susanna. J'ai fixé l'écran pendant 3 ou 4 secondes. La belle-mère qui ne m'avait jamais apprécié. La femme qui m'avait décrit comme quelqu'un sans rien de clair pendant que je construisais silencieusement ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de voir. Elle m'appelait pour la première fois en 9 ans de mariage, directement, sans passer par Lourdes. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui se passait de l'autre côté. Lourdes avait lu les documents et avait enfin compris ce qu'ils signifiaient. J'ai aussi laissé l'appel de Susanna aller sur la messagerie. Je suis monté dans la voiture de Daniel et, alors que nous nous éloignions par les rues du centre-ville, j'ai ressenti quelque chose qu'il m'a fallu un moment pour identifier, parce que cela faisait très longtemps que je ne l'avais pas ressenti avec une telle intensité. Je me sentais complètement libre. La liberté a un goût étrange dans les premières heures. Ce n'est pas de l'euphorie. Ce n'est pas cette sensation de film où le personnage court sous la pluie les bras grands ouverts avec la musique qui s'intensifie. C'est quelque chose de plus calme et de plus profond que ça. C'est semblable à quand vous avez porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que votre corps a oublié ce que c'est que de bouger sans ce poids. Et quand vous le lâchez enfin, les premiers pas semblent étranges, presque maladroits, comme si l'absence de fardeau était elle-même une chose à laquelle il faut s'habituer. C'est ce que je ressentais ce jour-là, pendant que Daniel conduisait pour rentrer chez lui. Je regardais par la fenêtre et je pensais à des choses concrètes, qu'il fallait que j'appelle Julio pour le mettre au courant de la situation avant que Lourdes n'essaie de le recontacter. Que je devais revoir les contrats actifs de l'entreprise pour m'assurer que rien ne serait exposé pendant la procédure légale. Que je devais trouver un endroit où loger pendant que tout se résolvait. Car même si l'appartement était légalement à moi, y retourner à ce moment-là n'avait aucun sens, ni sur le plan pratique ni sur le plan émotionnel. Des choses concrètes, des étapes concrètes. C'est comme ça que je fonctionnais. C'est comme ça que j'avais construit tout ce que j'avais. Pas avec de grands gestes dramatiques, mais avec de petites décisions cohérentes, prises les unes après les autres pendant des années, sans attendre que quiconque le remarque. Daniel m'a déposé chez lui et est parti pour une réunion qu'il avait dans un autre bureau. Avant de partir, il m'a dit d'utiliser l'espace comme le mien aussi longtemps que j'en aurais besoin, qu'il y avait de la nourriture dans la cuisine et un accès Internet dans le bureau. Et que si Lourdes ou quelqu'un de sa famille essayait de me contacter d'une manière qui me paraissait oppressante ou inappropriée, je devais l'appeler immédiatement. J'étais seul dans la maison. J'ai sorti l'ordinateur portable du porte-documents, je me suis assis dans le bureau de Daniel et j'ai commencé à travailler. J'ai vérifié les emails de l'entreprise arrivés pendant la nuit. Il y avait 3 messages de clients. Un de Julio, demandant comment j'allais avec un ton qui montrait clairement qu'il savait déjà quelque chose de l'appel de Lourdes, et un de la banque confirmant un virement programmé que j'avais mis en place 2 jours plus tôt. J'ai d'abord répondu à Julio. J'ai écrit calmement, sans entrer dans trop de détails émotionnels, que j'avais pris une décision importante dans ma vie personnelle et que la procédure légale était en cours, que l'entreprise n'était en aucun cas affectée, qu'il devait poursuivre les opérations normales. Et que si Lourdes le recontactait, il devait lui dire respectueusement que toute communication me concernant devait passer par Daniel.
Julio a répondu en quelques minutes, c'est compris. Nous sommes là. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. C'était ça, Julio. Peu de mots, une loyauté concrète. Ensuite, j'ai vérifié les emails des clients et j'ai répondu à ceux qui nécessitaient une réponse immédiate. Il y avait quelque chose de presque thérapeutique à faire ça, à m'asseoir devant un écran et à résoudre des choses tangibles alors que mon monde personnel se réorganisait sur un autre plan. Comme si le travail était une encre, non pas une distraction, mais la preuve que la vraie vie continuait de fonctionner indépendamment du chaos émotionnel. À 12h30, le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé aller sur la messagerie. 30 secondes plus tard, un SMS est arrivé de ce même numéro. Francisco, c'est Mauricio. Je sais que tu n'as probablement pas envie de me parler, mais je dois te demander de donner à Lourdes une chance de s'expliquer. Elle va très mal. Appelle-la, s'il te plaît. Je l'ai lu. Je l'ai relu. Mauricio, l'homme qui, en 9 ans de mariage, ne m'avait jamais serré la main fermement. Celui qui me répondait par des monosyllabes lors des fêtes de famille. Celui qui écoutait les commentaires de Susanna sur moi sans jamais dire un seul mot pour me défendre. Cet homme-là m'envoyait un message me demandant de donner une chance à sa fille. J'ai ressenti quelque chose qui n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid, qui ressemblait davantage à l'observation clinique d'une situation. Car ce que le message de Mauricio me disait, ce n'était pas qu'il s'inquiétait pour moi. C'était que Lourdes allait mal et qu'il voulait que je fasse quelque chose pour remédier à cette situation. C'était toujours le même schéma. J'existais en fonction de ce que je pouvais faire pour les autres, de ce que je pouvais résoudre, de ce que je pouvais endurer. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé le message et je suis retourné à l'ordinateur portable, mais je n'ai pas réussi à me concentrer pendant les minutes qui ont suivi. J'ai fixé l'écran sans rien lire, pensant à Lourdes, non pas avec rancœur. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je n'avais jamais voulu lui faire de mal. Mais il y a une énorme différence entre ne pas vouloir blesser quelqu'un et être prêt à continuer de se blesser soi-même pour lui épargner les conséquences de ses propres décisions. C'était cette différence qu'il m'avait fallu 9 ans pour comprendre pleinement. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, je me suis fait un café et je suis resté près de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Dehors, il y avait un grand arbre, je ne sais pas de quelle espèce, dont les branches bougeaient lentement sous le vent. Je l'ai regardé un moment sans penser à rien de précis, juste en le regardant. Et puis le téléphone a sonné à nouveau. Clara. Je me suis arrêté. Clara, c'était différent. Clara était la seule personne dans l'entourage de Lourdes qui avait toujours été honnête avec moi. Celle qui, une fois lors d'une réunion de famille, s'était approchée de moi discrètement et m'avait dit à voix basse que ce que faisait Susanna n'était pas bien et que je méritais plus de respect. Celle qui, à plus d'une occasion, avait dit à Lourdes, selon ce qu'elle m'avait elle-même rapporté, que la façon dont elle traitait mes opinions et mes sentiments n'était pas juste. Lourdes ne l'écoutait jamais, mais j'avais toujours respecté Clara pour avoir essayé. J'ai décroché. Francisco. Sa voix était sérieuse mais pas hostile. Directe, comme toujours. Comment vas-tu? Je lui ai dit que j'allais bien, que je digérais les choses mais que j'allais bien. Il y a eu une courte pause. Lourdes m'a appelé ce matin. Elle pleurait. Elle m'a dit ce qu'elle avait trouvé dans l'appartement. J'ai attendu. Je ne t'appelle pas pour te demander de revenir sur ta décision, a dit Clara. Je t'appelle parce que je pense que tu mérites de savoir comment elle va. Non pas pour que tu regrettes, mais parce que tu es quelqu'un de bien et je sais que cela compte pour toi, même si cela ne devrait plus autant compter. Cela m'a touché, la façon dont elle l'a dit, sans manipulation, sans intention cachée, juste avec une honnêteté directe. Je lui ai dit que j'écoutais. Clara a parlé pendant plusieurs minutes. Elle m'a raconté que Lourdes était arrivée à l'appartement vers 23h de bonne humeur, ne se doutant de rien. Qu'elle avait trouvé la chambre différente, la valise disparue, et l'enveloppe sur l'oreiller. Qu'elle avait ouvert l'enveloppe en pensant qu'il s'agissait peut-être de documents de travail que j'avais laissés là par erreur. Que lorsqu'elle avait lu les premiers paragraphes, elle s'était assise sur le lit et n'avait plus bougé pendant un long moment. Que ce qui l'avait le plus affecté, ce n'était pas les documents légaux, mais la lettre, la feuille que j'avais pliée et laissée contre la lampe avec son nom écrit dessus. Je me suis arrêté à ce point. Qu'est-ce que disait la lettre, a demandé Clara prudemment.
Je lui ai dit que c'était quelque chose de privé entre Lourdes et moi. Clara l'a accepté sans insister, mais en le disant, je me suis souvenu de chaque mot que j'avais écrit cette nuit-là. Parce que ce n'était pas une longue lettre. Ce n'était pas une liste d'accusations ou un décompte de griefs. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, et pour cette même raison, difficile à ignorer. J'avais écrit que pendant 9 ans je l'avais aimé avec tout ce que je savais de l'amour. Que j'avais fait l'erreur de confondre patience et résignation, et que cette erreur m'appartenait, que je l'assumais. Que je ne lui reprochais pas d'être qui elle était, mais que je ne pouvais pas non plus continuer d'être celui que j'avais été. Qu'elle méritait d'être avec quelqu'un pour qui elle était le premier choix, pas le choix de complaisance. Et que je méritais la même chose. Juste cela, sans reproche, sans le cri qu'elle m'avait lancé l'après-midi précédent, sans la cruauté froide de prononcer le nom d'Yvan devant tout le monde, comme si je ne valais même pas l'effort d'une conversation privée. Juste la vérité, dite calmement sur une feuille de papier pliée contre une lampe. Clara a fini de me raconter ce qu'elle savait. Avant de raccrocher, elle a dit une dernière chose, Francisco, ce que tu as construit toutes ces années. Et je ne parle pas seulement de l'argent, je parle de qui tu es en tant que personne. Cela mérite d'être vu par quelqu'un qui veut vraiment le voir. J'espère que tu trouveras ça. Je l'ai remercié. Nous avons raccroché. Je suis resté près de la fenêtre du jardin, le téléphone à la main et le café désormais froid sur le plan de travail. L'arbre dehors continuait de bouger avec le vent, lentement, avec ce calme qu'ont les choses enracinées depuis longtemps et qui n'ont plus rien à prouver à personne. J'ai pensé à ce que Clara avait dit, à Lourdes assise sur le bord du lit en train de lire les documents, à l'expression de son visage quand elle était arrivée aux pages avec les vrais chiffres, les vrais actifs. L'entreprise qui était, une petite affaire, selon sa mère et qui générait plus d'1 million de dollars par an. L'appartement qu'elle croyait être à nous deux et qui était enregistré uniquement à mon nom depuis avant notre mariage. J'ai pensé au moment exact où cette information a dû la frapper de plein fouet. Non pas avec satisfaction, ni par vengeance, mais avec quelque chose ressemblant plutôt à la tristesse silencieuse de comprendre que les choses auraient pu être complètement différentes si l'un de nous avait agi différemment bien plus tôt. Mais nous ne l'avions pas fait. Et maintenant, nous portions tous les deux ce poids. Elle, avec le choc de découvrir qu'elle n'avait jamais vraiment connu l'homme avec qui elle vivait depuis 9 ans. Avec la certitude que cette méconnaissance n'avait jamais été accidentelle. Je suis retourné dans le bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable, et cette fois, j'ai réussi à me concentrer, car il y avait quelque chose que je devais résoudre avant que la journée ne se termine. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec Lourdes ou les documents ou la procédure légale que Daniel gérait. Cela avait à voir avec ce qui venait ensuite, avec ce que j'allais construire maintenant que je construisais enfin seul. Il y a une chose qu'on ne vous dit pas sur le fait de recommencer à 0 à 44 ans. Ce n'est pas la peur. La peur, c'est ce que tout le monde suppose que vous ressentez et ce que tout le monde s'attend à ce que vous confessiez. Ce n'est pas non plus la solitude, bien que cela vienne plus tard, par vagues, généralement la nuit et généralement quand vous vous y attendez le moins. Ce que personne ne vous dit, c'est que recommencer à 0 à 44 ans. Quand vous le faites depuis une position de force et non de défaite, cela ressemble beaucoup au fait de se souvenir de qui vous étiez avant que quelqu'un d'autre ne vous convainque, lentement et sans que vous le remarquiez, d'être moins. C'est ce que j'ai ressenti cet après-midi-là, assis dans le bureau de Daniel avec l'ordinateur ouvert et le téléphone en mode silencieux. J'ai eu l'impression de me souvenir. Je me suis souvenu du Francisco de 32 ans, qui avait fondé l'entreprise avec une camionnette empruntée, un carnet d'adresses fait main, et une clarté sur ce qu'il voulait construire qui n'avait besoin de l'approbation de personne pour exister. Celui qui faisait du démarchage téléphonique. Celui qui négociait des contrats dans des cafés parce qu'il n'avait pas encore de bureau. Celui qui rentrait dans son appartement de location à 23 heures, les pieds fatigués et avec un sentiment dans la poitrine qui n'était pas de l'épuisement, mais de la satisfaction. La différence entre les deux est énorme, et à l'époque, je le savais parfaitement. Cet homme n'avait pas disparu. Il avait juste été très silencieux pendant très longtemps. J'ai ouvert un nouveau dossier sur l'ordinateur et j'ai commencé à écrire. Pas un plan d'affaires formel, pas un document avec des projections et des graphiques. Juste une liste. Les choses que je voulais faire dans les 12 prochains mois. Les décisions que j'avais repoussées, parce que dans un mariage qui échoue, tout est repoussé, des conversations importantes au projet personnel, car l'énergie qui devrait servir à aller de l'avant est entièrement dépensée pour maintenir quelque chose qui s'effondre déjà.
Le premier point sur la liste était de développer l'entreprise dans le nord du pays. Il y avait une opportunité concrète avec une chaîne de distribution à Monterrey, que Julio et moi avions analysé l'année précédente et mise en attente parce que je ne sentais pas que j'avais les idées assez claires pour prendre une décision d'une telle ampleur. Cela nécessitait un investissement initial d'environ 200 000 $ et prévoyait un retour sur investissement en 18 mois. Les chiffres étaient solides. Julio le savait. Daniel le savait. Je le savais. Il m'avait juste manqué le bon moment. Ce moment, c'était maintenant. Le deuxième point était plus personnel. Je voulais quitter le pays pendant un moment, non pas pour me cacher ou fuir quoi que ce soit, mais parce qu'il y avait des endroits que je voulais voir depuis des années et que j'avais toujours repoussés pour une raison ou une autre. Lisbonne, Tokyo, Buenos Aires. Des villes qui apparaissaient de temps en temps dans mes recherches internet à 1h du matin quand je n'arrivais pas à dormir, et que je fermais rapidement comme s'il s'agissait d'un caprice que je ne méritais pas. Je les méritais. Le troisième point fut plus difficile à écrire, et j'ai pris un moment avant de le faire. Je voulais construire quelque chose qui ne soit pas seulement professionnel. Je voulais une vie avec de vraies nuances, des amis avec qui parler de choses qui comptent, des conversations qui ne se terminent pas par de l'indifférence, et, avec le temps, quand je serai prêt, la possibilité d'être avec quelqu'un qui voudrait me connaître pour de vrai. Pas la version pratique, pas l'homme fonctionnel sans style, la version complète. J'ai sauvegardé la liste, fermé l'ordinateur, me suis allongé sur le canapé du bureau, les bras croisés derrière la tête, et j'ai regardé le plafond pendant un moment. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé en moins de 24 heures. La simple question que j'avais posée à Lourdes, le cri que j'avais reçu en réponse, le silence sur le canapé dans le noir, la valise bleue, l'enveloppe sur l'oreiller, la signature au bureau de Daniel ce matin-là. Et au milieu de tout ça, quelque chose qui me revenait avec une persistance que je ne pouvais plus ignorer. La lettre. Pas celle que j'avais laissée pour Lourdes, mais une autre. Une que je n'avais pas encore écrite, mais que je sentais devoir écrire. Pas pour l'envoyer. Pas pour que quelqu'un d'autre la lise, mais pour moi-même. Pour clore quelque chose qui ne se ferme pas avec des documents légaux ou des valises bouclées, mais avec des mots prononcés avec honnêteté. Même si seul le silence les entend. J'ai sorti un carnet de mon porte-documents. Un de ces petits carnets à couverture rigide que j'utilisais pour noter des idées professionnelles quand j'étais hors du bureau. J'ai trouvé une page blanche vers la fin et j'ai commencé à écrire. Pas sur Lourdes. Sur moi. Sur les moments où j'avais choisi le silence alors que j'aurais dû parler, sur les fois où j'avais interprété son indifférence comme de la distraction, alors qu'au fond, je savais déjà que c'était quelque chose de plus définitif. Sur les nuits où je m'étais convaincu que les choses s'amélioraient parce que j'avais besoin d'y croire, et non parce qu'il y en avait la moindre preuve réelle. J'ai écrit pendant presque 1 heure, remplissant les pages d'une écriture serrée, sans lever le stylo, sans relire ce que j'avais écrit, laissant simplement sortir ce qui s'était accumulé pendant longtemps quelque part à l'intérieur de moi, là où ça n'avait pas eu l'autorisation d'exister. Quand j'ai eu fini, j'ai fermé le carnet et je l'ai rangé dans le porte-documents. Je me sentais plus léger. Pas résolu, pas complètement en paix, mais plus léger. Comme quand on range une pièce qui a été en désordre pendant longtemps. Et même s'il faut encore peindre les murs et changer les rideaux, le simple fait d'avoir un sol dégagé change complètement la sensation de l'espace. C'est ainsi que je me sentais. L'espace intérieur commençait à s'éclaircir. Cet après-midi-là, Daniel est rentré vers 18 heures. Il est entré dans le bureau, m'a vu avec un café froid et le carnet sur le bureau et, sans rien demander, est allé dans la cuisine. Il est revenu avec 2 verres et une bouteille de whisky qu'il gardait pour les occasions qui le méritaient. Il a rempli les 2 verres. Il m'en a passé un. Le registre a confirmé l'inscription des documents, a-t-il dit. La procédure est officiellement en cours depuis aujourd'hui. J'ai pris le verre, je l'ai tenu un moment. Combien de temps, ai-je demandé. Avec tout en ordre comme ça l'est, entre 60 et 90 jours pour la résolution finale. Lourdes peut accélérer la procédure si elle signe les documents complémentaires sans objection, ou elle peut la compliquer si elle décide de contester quelque chose. Bien qu'honnêtement, elle n'est pas beaucoup de base légale pour le faire, vu comment tout est structuré. J'ai hoché la tête. Penses-tu qu'elle va contester? Daniel a réfléchi un instant. Je pense qu'elle essaiera de te parler d'abord, et quand elle comprendra pleinement la situation financière, elle préférera clore ça proprement plutôt que de faire traîner. Je lui ai demandé pourquoi il pensait ça.
Il m'a regardé avec cette expression d'avocat qui a vu assez de cas pour lire les gens avec une certaine précision. Parce que contester demande du temps, de l'argent et de l'énergie. Et les gens qui, pendant des années, ont choisi la voie de la facilité, trouvent rarement tout d'un coup la détermination pour mener une longue bataille qu'ils savent perdue d'avance. Je n'ai rien dit. J'ai bu une gorgée de whisky. De plus, a ajouté Daniel à voix basse, je pense que quelque part, Lourdes sait que c'est juste. Qu'elle ne peut pas regarder ses documents et dire honnêtement qu'on lui prend quelque chose qui était à elle. Parce que ça n'a jamais été à elle. Elle n'a jamais pris la peine d'en faire sa chose. Cette phrase est restée en suspens entre nous. C'était exactement ça. Au cœur de tout cela, c'était la vérité la plus simple et la plus dure à digérer. Lourdes n'avait pas perdu quelque chose qu'elle possédait. Elle avait découvert qu'elle n'avait jamais eu ce qu'elle croyait avoir. Et cette différence, bien qu'elle paraisse subtile, changeait tout. Elle n'était pas victime de ma décision. Elle était quelqu'un qui payait le prix d'années d'inattention. Daniel et moi avons fini nos verres en silence. Ensuite, il est allé préparer le dîner, et je suis resté dans le bureau, regardant par la fenêtre le jardin qui était maintenant plongé dans le noir. Le téléphone avait 8 appels en absence, de Lourdes, de Mauricio, de Susanna, et d'un numéro que je ne connaissais pas. Aucun nouveau message de Clara. Cela me semblait normal. Clara comprenait les limites. Clara avait toujours mieux compris les limites que quiconque dans ce cercle. J'ai posé le téléphone face contre le bureau, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de répondre à qui que ce soit. Non, cette nuit-là. Cette nuit-là m'appartenait entièrement. Et j'ai compris, alors que l'odeur du dîner venait de la cuisine et que les grillons recommençaient à chanter dehors, que c'était exactement le genre de liberté que j'avais oublié d'exister. La liberté de ne pas avoir à expliquer à qui que ce soit où j'étais ou pourquoi j'avais décidé d'être là. Juste être là, sans demander la permission, sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Juste être là. 3 jours après que j'ai quitté l'appartement, Lourdes m'a envoyé un message différent de tous les précédents. Ce n'était pas une supplication. Ce n'était pas une question déguisée en inquiétude. C'était un message court, direct, d'une maturité que je n'attendais honnêtement pas d'elle à ce moment-là. Francisco, je sais que tu ne veux pas parler au téléphone. Je le comprends. Mais j'ai besoin de te voir une fois. Juste une fois. Pas pour te faire changer d'avis, juste pour parler. Si après ça tu veux aller de l'avant avec la procédure, je l'accepte. Mais j'ai besoin de ce moment. S'il te plaît. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai montré le message à Daniel le soir même. Il l'a lu, y a réfléchi un instant, et m'a dit que, d'un point de vue légal, il n'y avait aucun problème à avoir une conversation avec elle, tant que je ne signais rien, que je ne prenais aucun engagement verbal devant témoin, et que je gardais la rencontre dans un lieu neutre. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Et j'y ai réfléchi pendant 2 jours de plus, non pas parce que je doutais de ma décision. Cette partie-là était claire, signée, en cours. J'y ai réfléchi parce qu'il y avait quelque chose dans ce message qui semblait authentique, d'une manière que peu de choses de la part de Lourdes m'avaient paru authentiques ces dernières années. Et parce que quelque part à l'intérieur, pas à l'endroit de l'amour romantique qui s'était déjà éteint, mais à l'endroit plus fondamental de la décence humaine, je sentais que cette conversation était quelque chose dont nous avions tous les deux besoin. Bien que pour des raisons complètement différentes. Je l'ai appelée le 5e jour. Elle a décroché à la 2e sonnerie, comme si elle avait eu le téléphone à la main, en attente. Sa voix semblait différente. Pas larmoyante ou désespérée comme je l'avais imaginé. Elle semblait fatiguée. Le genre de fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil, mais du fait d'avoir trop réfléchi pendant trop longtemps. Je lui ai dit que j'étais prêt à la rencontrer une fois, dans un endroit neutre, sans famille, sans avocat, sans intermédiaire, juste nous deux. Elle a accepté sans poser de conditions. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café du centre-ville qu'aucun de nous ne fréquentait, le lendemain à 11h du matin. Un endroit calme, avec des tables espacées, sans musique forte, le genre d'endroit où les gens vont pour travailler seuls ou avoir des conversations qui demandent de la concentration. Je suis arrivé avec 10 minutes d'avance, je me suis assis à une table près de la fenêtre, j'ai commandé un café et j'ai attendu. Lourdes est arrivée à l'heure. Je l'ai vue entrer par la fenêtre avant qu'elle ne me voie. Elle portait des vêtements simples, sans le soin qu'elle mettait habituellement lorsqu'elle sortait. Ses cheveux étaient attachés.
Pas beaucoup de maquillage. Elle semblait différente. Pas mal, juste différente. Comme quelqu'un qui avait arrêté de jouer un rôle pendant quelques jours et montré quelque chose de plus proche de son état réel. Elle m'a vu, s'est dirigée vers la table, s'est assise en face de moi. Nous nous sommes regardés un instant sans rien dire. Puis elle a dit « Merci ». J'ai répondu « Oui ». Le serveur s'est approché. Elle a commandé un thé et, pendant les secondes qu'a duré cet échange, aucun de nous n'a parlé. Quand le serveur est parti, Lourdes a croisé les mains sur la table et m'a regardé directement, avec une honnêteté dans les yeux que j'ai reconnue comme réelle, parce que c'était exactement l'opposé du regard qu'elle avait eu le jour où elle m'avait crié dessus devant tout le monde. « Je ne suis pas venue pour te demander de rester », a-t-elle dit. « Je sais déjà que ça n'arrivera pas, j'ai attendu. Je suis venue parce que j'ai besoin de comprendre quand tout a commencé à se briser. Pas pour le réparer, mais parce que je réfléchis depuis 5 jours et je n'arrive pas à trouver le moment exact, et ça me rend folle. » Je l'ai regardé, je lui ai dit calmement que le moment exact n'existait pas. Que ce n'était pas une seule chose, mais beaucoup de petites choses accumulées sur une longue période. Que le dîner de famille avait été la dernière, mais pas la première ni la plus importante. Elle a hoché la tête lentement, a regardé ses mains. « L'histoire avec Yvan », a-t-elle dit à voix basse. Je sais que c'était trop. Je l'ai su au moment où je l'ai dit, et je l'ai quand même dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé finir. Je crois que je l'ai dit parce que j'étais fatigué de me sentir coincé entre ce que ma mère attendait et ce dont tu avais besoin. Et au lieu d'en parler avec toi, j'ai explosé de la pire manière possible. Au pire moment possible. Je lui ai dit que je savais, que j'avais vu ce schéma pendant des années. Que ce qui m'avait blessé n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, mais qu'elle l'avait dit devant les autres sans filtre, sans se soucier un instant de l'effet que ça me faisait. Lourdes a écouté sans m'interrompre. Ça aussi, c'était différent. Normalement, quand je parlais de quelque chose qui m'avait blessé, elle trouvait rapidement un moyen de rediriger la conversation vers quelque chose que j'avais mal fait. Cette fois, elle est restée immobile, écoutant vraiment. « Depuis combien de temps préparais-tu ça ?» a-t-elle demandé après un silence. Je lui ai dit la vérité, que les documents étaient prêts depuis 3 semaines, que Daniel les avait préparés quand je lui avais dit que j'avais besoin de tout mettre en ordre. Que la nuit où elle était sortie dîner n'avait pas été une impulsion, mais la conséquence d'un processus qui se préparait en moi depuis bien plus longtemps, même si je ne l'avais pas nommé moi-même jusqu'à ce moment-là. Elle m'a regardé avec une expression qu'il m'a fallu une seconde pour déchiffrer. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose qui ressemblait à de la stupéfaction, comme quelqu'un qui voit soudain en perspective quelque chose qui était trop près pour être vu clairement. Alors, pendant que j'étais au dîner avec ma famille, a-t-elle dit lentement, « Tu savais déjà exactement ce que tu allais faire ?» J'ai dit, « Oui. » Et quand je t'ai demandé pourquoi il ne t'avait pas invité, et que je... Elle s'est arrêtée, a fermé les yeux une seconde. Tu avais déjà décidé. Je lui ai dit que pas exactement. Que j'avais préparé les documents comme une possibilité, mais que j'avais pris la décision finale à ce moment-là. Quand elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit ce qu'elle m'a dit, sans baisser la voix, sans faire attention, sans considérer une seconde ce que ces mots me faisaient, c'était le moment où la possibilité était devenue une certitude. Lourdes a hoché la tête très lentement, comme si elle digérait quelque chose qui faisait mal, mais qui avait aussi une logique qu'elle ne pouvait pas nier. Les documents, a-t-elle dit après un autre silence. J'ai vu les chiffres, Francisco. Je l'ai regardé sans rien dire. Je ne savais pas, sa voix était très calme. Je ne savais pas que l'entreprise était si grande. Je ne savais pas pour l'appartement. Je ne savais rien des autres propriétés. Elle a levé les yeux vers moi. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je lui ai dit la vérité la plus simple que j'avais, parce qu'elle ne me l'avait jamais demandé. Qu'en 9 ans de mariage, elle n'avait jamais montré de réelle curiosité pour ce que je construisais. Que je n'étais pas du genre à me vanter ou à mettre mes succès au centre de la conversation, mais que je n'étais pas invisible non plus. Que si elle avait posé la question, j'aurais répondu. Que si elle avait voulu savoir, elle l'aurait su. Mais elle n'avait pas demandé, elle n'avait jamais voulu savoir. Lourdes a fermé les yeux et cette fois, quand elle les a ouverts, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait davantage à une véritable compréhension qu'à la douleur réactive des premiers jours. Comme si cette réponse simple et directe lui avait enfin donné la pièce qui lui manquait pour compléter le puzzle.
Ma mère a toujours dit que tu étais un homme sans ambition, a-t-elle dit à voix très basse. Je lui ai dit que je le savais, que je l'avais entendu plus d'une fois, bien que pas directement, et que je l'avais laissé dire. Elle a fait une pause. Et à un moment donné, j'ai fini par le croire. Cela m'a vraiment touché. Pas avec colère, mais avec une tristesse nette et directe. Parce que cette phrase résumait en quelques mots quelque chose qui avait mis 9 ans à être détruit. Non pas la méchanceté de Susanna, non pas l'indifférence de Mauricio, mais la décision silencieuse de Lourdes de les croire plutôt que ce qu'elle avait sous les yeux. Le thé qu'elle avait commandé était intact et devait être froid maintenant. Aucun de nous ne l'a remarqué. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas. Que je le pensais vraiment, non pas comme une formule de politesse, mais comme quelque chose que j'avais digéré pendant ces jours et que je sentais vrai. Que nous avions tous les deux fait des erreurs, que les siennes avaient été plus visibles. Mais que les miennes. Le silence, la patience transformée en résignation, le fait de ne pas fixer de limites quand il en était encore temps, avaient aussi contribué à nous mener là où nous en étions. Lourdes m'a regardé pendant un long moment. Tu es une meilleure personne que celle que j'ai traitée, a-t-elle dit finalement. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. J'ai demandé l'addition, je l'ai payée. Nous nous sommes levés de table et nous avons marché ensemble jusqu'à la porte du café. Dehors, le soleil tapait fort et la rue avait ce bruit normal de midi qui rend tout ce qui est intense un peu irréel. Nous nous sommes arrêtés sur le trottoir. Lourdes m'a dit qu'elle allait signer les documents complémentaires sans objection, qu'elle parlerait à son avocat cette semaine-là pour se coordonner avec Daniel et clore la procédure aussi proprement que possible. Je lui ai dit que j'appréciais. Il y a eu un court silence. Pas un silence gêné, juste le silence de deux personnes qui disent au revoir à quelque chose qui a duré longtemps et qu'aucune ne sait vraiment comment nommer. Elle a tendu la main. Je l'ai prise et nous nous sommes serrés la main comme deux personnes qui se respectent, même si elles ne s'appartiennent plus. Comme deux personnes qui étaient enfin honnêtes l'une envers l'autre, même si cela arrivait trop tard pour changer le résultat. J'ai marché vers mon 4x4 sans me retourner. Non pas parce que c'était un geste dramatique, mais parce qu'il n'y avait plus rien à voir dans cette direction. Ce qui venait était devant. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais très hâte d'y arriver. La procédure a pris 73 jours, pas 90. Pas les 120 que ces choses traînent parfois quand quelqu'un décide de les compliquer. 73 jours à partir du moment où Daniel a déposé les documents au registre jusqu'à ce que le juge rende la décision finale. Lourdes a tenu parole, a signé les documents complémentaires sans objection, s'est coordonné avec son avocat de manière ordonnée, et n'a à aucun moment essayé de contester quoi que ce soit qui était clairement établi. Cela m'a appris quelque chose sur elle que je ne lui aurais peut-être jamais dit en personne, mais que je reconnaissais en silence, qu'au fond, quand on enlevait les couches d'influence familiale et des années de schémas appris, Lourdes avait une décence fondamentale qui avait simplement été enfouie pendant trop longtemps sous trop d'autres voies. Le jour où Daniel m'a appelé pour me dire que la résolution était prête, j'étais au bureau en train de réviser le nouveau contrat pour l'expansion à Monterrey. Julio était assis de l'autre côté du bureau avec une tasse de café et un sourire calme quand il a vu mon visage alors que je répondais au téléphone. « De bonnes nouvelles ?» a-t-il demandé quand j'ai raccroché. Je lui ai dit que oui. Il a hoché la tête. Il n'en a pas demandé plus. C'était Julio. Je suis allé au bureau de Daniel cet après-midi-là. J'ai signé les documents finaux. J'ai reçu la copie de la résolution dans une enveloppe que j'ai glissée dans mon porte-documents sans l'ouvrir sur le champ. Non pas parce que je ne voulais pas la voir, mais parce que je sentais que ce moment méritait un peu plus d'intimité qu'une salle de réunion éclairée au néon. Daniel m'a raccompagné à la porte. Avant que je ne parte, il a dit quelque chose que je n'ai pas oublié: la plupart des gens qui viennent dans mon bureau dans ta situation en ressortent avec de la colère ou du soulagement. Toi, tu repars avec quelque chose de différent. Je lui ai demandé avec quoi je repartais. Il m'a regardé directement, de la clarté. J'ai marché jusqu'à la voiture, ce même véhicule fonctionnel mais sans style qui avait enduré les commentaires de Lourdes. Et qui, curieusement, me semblait maintenant être exactement ce dont j'avais besoin. Pas accent grave-l'œil, pas conçu pour impressionner qui que ce soit, juste fiable, juste à moi. Je me suis assis au volant, j'ai sorti l'enveloppe du porte-documents, je l'ai ouverte et j'ai lu la résolution lentement, ligne par ligne, même si je savais déjà ce qu'elle disait. Il y a quelque chose d'important à lire les documents officiels, même si on les connaît par cœur. C'est une façon de les rendre réels,
de dire à son cerveau que ce n'est pas un plan ou une possibilité, mais quelque chose qui a déjà eu lieu et qui porte une date, la signature d'un juge et un numéro de dossier. C'était fait. J'ai rangé le document, j'ai démarré le moteur, et au lieu d'aller directement chez Daniel, où je gardais encore mes affaires le temps de régler la question de l'appartement, j'ai conduit un moment sans destination précise dans les rues de la ville que je connaissais par cœur. Sur ces mêmes routes que j'avais parcourues des milliers de fois au cours des 11 années où j'y avais vécu. Je suis passé par la rue où se trouvait l'immeuble de l'appartement. Je ne me suis pas arrêté. Je ne suis pas monté. Je l'ai juste regardé depuis la rue pendant que j'attendais que le feu passe au vert. Un immeuble comme les autres, des fenêtres allumées, une vie à l'intérieur de chacune d'elles, et à un certain étage de cet immeuble, un appartement qui était toujours légalement à moi, mais qui avait déjà cessé de me sembler être quelque chose que je devais récupérer. Je le mettrai en vente le mois suivant. C'était aussi déjà décidé. J'ai continué à conduire. J'ai pensé aux 73 derniers jours, à tout ce qui avait changé et à tout ce qui était resté pareil. L'entreprise continuait de fonctionner avec la même solidité que toujours. Les contrats de Monterrey étaient signés et Julio avait coordonné l'équipe d'expansion avec une efficacité qui me rappelait pourquoi je l'avais choisi comme associé. Les chiffres du trimestre étaient les meilleurs de l'histoire de l'entreprise. Ma vie professionnelle ne s'était pas contentée de ne pas s'effondrer avec la fin du mariage, elle s'était accélérée. Comme si l'énergie que j'avais dépensée pour maintenir quelque chose d'irréparable avait enfin trouvé où aller. J'ai aussi pensé aux personnes, à Daniel qui avait été l'ancre la plus solide tout au long du processus. À Julio qui n'avait jamais posé de questions inutiles et avait toujours été là où j'avais besoin de lui. À Clara, qui m'avait appelé une fois de plus pendant ces 73 jours, non pas pour parler de Lourdes, mais pour me demander sincèrement comment j'allais, sans arrière-pensée. Je lui avais dit la vérité, que j'allais bien, que j'allais mieux que ce à quoi je m'attendais. Elle avait dit qu'elle en était heureuse et avait ajouté quelque chose qui m'a fait sourire, le Francisco que j'ai connu il y a des années. Celui qui construisait des choses en silence et n'avait besoin de personne pour l'applaudir. Ce Francisco m'a toujours semblé être le plus intéressant des deux dans cette relation. Je suis contente que tu sois redevenu lui. J'ai rangé cette phrase dans un endroit important de ma mémoire. Je suis arrivé à un parc situé près du quartier des affaires. Je le connaissais d'avant. J'y étais passé des centaines de fois en voiture, mais je ne m'y étais jamais arrêté. Je me suis garé, je suis sorti de la voiture et j'ai marché jusqu'à un banc sous un grand arbre. Je m'y suis assis. Le parc, à 7 heures de l'après-midi, offrait ce mélange particulier de gens qu'ont les parcs urbains. Des hommes âgés marchant lentement, des mères avec de jeunes enfants, des jeunes avec des écouteurs regardant leur téléphone, des chiens de toute race suivant leur maître avec cette fidélité inconditionnelle qui m'avait toujours semblé être l'une des choses les plus honnêtes au monde. J'ai regardé tout cela pendant un moment sans penser à rien de précis. Et puis, assis sur ce banc avec l'enveloppe dans mon porte-document et le soleil de l'après-midi tombant à travers les branches des arbres, je me suis permis de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis permis de penser à l'avenir sans peur. Non pas avec l'anxiété de celui qui ne sait pas ce qu'il attend, mais avec la curiosité tranquille de celui qui a des fondations solides et qui sait que ce qu'il construira par-dessus pourra être exactement ce qu'il décidera. Sans avoir à demander si c'est correct, sans avoir à le réduire pour que ça ne gêne personne, sans avoir à le cacher dans un tiroir pour que la famille de quelqu'un d'autre ne s'en serve pas comme preuve de quelque chose qui n'a jamais été réel. Le voyage à Lisbonne était prévu pour le mois suivant, pour 3 semaines, avec seulement un nouveau carnet et aucun itinéraire fixe au-delà des 2 premiers jours. Le genre de voyage que l'on fait quand on accepte enfin que se perdre un peu n'est pas un problème, mais un moyen de trouver des choses que l'on ne cherchait pas. L'appartement se vendrait probablement en moins de 2 mois compte tenu de sa valeur sur ce marché. L'argent irait sur un compte d'investissement que Daniel gérait et qui avait déjà des instructions claires sur la façon de croître. Le nouveau bureau de Monterrey ouvrirait ses portes en moins de 90 jours. Tout avait une direction. Tout prenait sens. Je suis resté sur le banc jusqu'à ce que le soleil descende suffisamment pour que le parc commence à s'imprégner de cette lumière orange qui fait paraître tout plus chaleureux que ça ne l'est. Et à ce moment-là, avec cette lumière sur moi et le bruit tranquille du parc autour, j'ai repensé à la phrase que Lourdes avait criée devant tout le monde cet après-midi-là, qui semblait maintenant bien plus lointaine que ne l'indiquait le calendrier. Avec toi, ça aurait été gênant pour tout le monde. Cette phrase qui avait fait si mal sur le moment, qui avait transpercé quelque chose dans ma poitrine avec une précision qu'aucun cri calculé n'aurait pu avoir.
qui m'avait laissé debout dans cette pièce avec seulement 2 mots à la bouche et une décision qui se prenait quelque part de plus profond que mes pensées. Maintenant, je la regardais d'ici et je voyais quelque chose de complètement différent. Non pas une blessure, mais une porte. La plus importante que quelqu'un m'ait ouverte depuis longtemps. Même s'il l'avait fait sans le vouloir, même s'il l'avait fait avec cruauté, même s'il n'avait jamais imaginé que l'homme qu'ils excluaient de ce dîner était exactement le genre d'homme qui n'a besoin de personne pour l'inviter nulle part. Parce qu'il sait parfaitement comment construire sa propre place dans le monde. Avec toi, ça aurait été gênant. Oui, probablement. Parce que j'étais le genre de présence qui met mal à l'aise les personnes qui préfèrent ne pas voir les choses clairement. Le genre d'homme qui construit en silence et qui, quand il décide enfin de parler, dit des choses qu'on ne peut pas ignorer. Le genre qui ne crie pas, mais quand il agit vraiment. C'était moi, et je l'avais oublié depuis trop longtemps. Je me suis levé du banc, j'ai épousseté mon pantalon, j'ai pris mon porte-documents et je suis retourné vers la voiture de ce pas tranquille de quelqu'un qui n'est pas pressé parce qu'il sait exactement où il va. Avant de monter, je me suis arrêté une seconde, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la liste que j'avais écrite sur l'ordinateur le premier jour chez Daniel. Je l'ai lu lentement, Lisbonne. Monterrey. Une vie avec de vraies nuances. Des conversations qui valent la peine d'être eues. Et avec le temps, quand je serai prêt, quelqu'un qui voudra connaître la version complète. J'ai souri. Pas un sourire de victoire ou de vengeance. Un sourire de quelqu'un qui regarde enfin dans la bonne direction. J'ai rangé le téléphone, je suis monté dans le 4x4, j'ai démarré le moteur, et tandis que je sortais du parc pour rejoindre les rues de la ville, qui continuaient de bouger avec leur indifférence habituelle, j'ai pensé à tous ceux qui ont un jour sous-estimé un homme silencieux. Et à ce qu'il découvre toujours inévitablement quand cet homme décide de ne plus l'être. Si vous avez déjà été à la place de Francisco, si quelqu'un vous a fait vous sentir invisible dans votre propre maison, si vous avez enduré trop longtemps en croyant que la patience suffisait, dites-le moi dans les commentaires. Seriez-vous parti ou auriez-vous tenté une dernière conversation? Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous avez décidé de cesser de porter quelque chose qui ne vous appartenait pas? Parce que parfois, l'histoire de quelqu'un d'autre est exactement le miroir dont nous avons besoin pour voir la nôtre plus clairement. À la prochaine.